Bonjour la compagnie. Bien, nous revoilà. Une journée identique aux autres, presque. Enfin, presque. Ah. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi il nous a pas fait un nouveau dispositif, une nouvelle vue, etc. Parce que j'ai tenté des trucs là. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me saoulait en fait. De faire des... Ouais, ça me saoulait en fait. D'essayer de prendre de nouveaux angles, que la vue soit belle, que la lumière soit belle. Ça me saoule là. Je trouve que c'est bien là. Hmm. J'ai ma table, je peux lire assis, ça va, c'est dégagé derrière. Voilà. Sinon, on va où là? On va où? Jusqu'au pom-pom girl, enfin ça va où? Voilà. Donc j'ai décidé de remballer mes ambitions de réalisateur, de grand réalisateur. On s'approche de la fin. Donc Philippe Génada, Vie et mort de la jeune fille blonde. Et on va se la jouer comme pour les autres livres et les autres séances, quoi. Voilà, tranquille au balcon, quoi. D'accord? Après tout, restons simples, restons sobres. Hmm. Enfin, je sais pas. Voilà. Je ne dis pas que ça me reprendra pas. J'ai un projet de montage, j'ai le logiciel, etc. Mais j'ai un problème avec la palette graphique. Enfin bref. Mais dès que on pourra sortir, je pourrai emmener en réparation ce truc-là. Et après, je pourrai faire des montages. Donc je pense que ça sera sympa. Ou complètement ridicule, on verra. Donc, chapitre 10. Ok. Je vais enlever mon chewing-gum car je pense que c'est une mauvaise chose pour vous. Jamais personne ne montre son chewing-gum, mais il y a une rue comme ça, je ne sais plus dans quelle ville, je crois que c'est à Seattle, où les gens collent comme ça, et ont collé des milliards de chewing-gum. Et la rue est devenue une œuvre d'art, en fait, de toutes les couleurs. Et les touristes y vont pour coller leur chewing-gum, quoi. Donc du coup, c'est un peu dégueulasse, quoi. On marche entre les murs, mais c'est très beau. Mm. Pour tout vous dire, j'ai eu l'idée de faire ça, mais dans ma chambre, de faire un mur de chewing-gum collé multicolore dans ma chambre. Quelquefois, mes propres idées m'inquiètent. Mais je suis au bord de le faire, mais c'est un peu dégueulasse en fait, donc je crois que je vais pas le faire. Je vais faire autre chose. Alors, on y va, on attaque? Allez. Je n'avais pas pris de valise, j'avais simplement enfourré une brosse à dents et quelques affaires de rechange dans mon sac matelot, que je ne quittais jamais, pour éviter la sensation de voyage, de séjour qui risquait de se prolonger. Je fumais une cigarette près des toilettes de ce TGV entièrement non-fumeur. J'avais toujours envie de hurler quand j'entrais dans ces trains non-fumeurs, de secouer les gens et de leur demander s'ils se rendaient bien compte de ce qui se passait. J'avais entendu à la radio une sale bonne femme de la SNCF qui expliquait la décision de supprimer les wagons fumeurs. Ils étaient moins remplis que les autres. Donc, pour des raisons économiques, on n'en avait laissé qu'un dans un premier temps. C'est sympa de notre part. Et comme évidemment tous les fumeurs du train s'y rendaient pour fumer, l'atmosphère y devenait irrespirable et chacun pouvait comprendre, même les bornés de mauvaise foi, qu'il était nécessaire de le supprimer aussi. En résumé, les fumeurs, qui ne dérangeaient en rien dans leur wagon, les non-fumeurs dans les leurs, sont moins nombreux donc, ils ne comptent pas, la majorité devient l'unanimité, les râleurs étant minoritaires ne nous gêneront pas. Pour se justifier, elle prenait l'exemple des avions, qui sont tous entièrement non-fumeurs et dans lesquels on n'entend jamais personne se plaindre. Mais qui serait assez vindicatif et passionné par la contestation inutile pour, se sachant bien entendu dans un avion non-fumeur, on le répète assez, se lever soudain de son siège au-dessus de l'Atlantique et s'écrier « Je ne suis pas d'accord, c'est un scandale !» Et ajouter que certaines compagnies avaient même embarqué sur des vols long courriers un médecin spécialiste du tabac en cas de problème. Eh bien, croyez-le ou non, il n'était il n'avait jamais été consulté. Là aussi, on imagine difficilement un fumeur appeler une hôtesse et lui demander « Excusez-moi, n'auriez-vous pas à bord un médecin spécialiste du tabac car j'ai très envie de fumer et je voudrais en parler un peu avec lui ?» Mais quand j'allais allumer une cigarette à l'extrémité d'un wagon, j'avais toujours une pensée émue et fraternelle pour le brave gars qui avait installé là de petits cendriers qui n'avaient logiquement rien à y faire, ce résistant de l'ombre que je me représentais dans l'usine à train, le soir, regardant rapidement de tous côtés, pour s'assurer que personne ne le voyait, avant de sortir un petit cendrier de sa poche et de le fixer en 2 temps 3 mouvements près de la porte du wagon.
Bon, alors, ce qui se passe, c'est que j'ai pas, en dehors du fait que j'ai trébuché, je lis pas super bien. C'est blindé de parenthèses, hein. Et les phrases sont super longues. Et c'est impossible à la lecture de faire sentir de la différence entre une parenthèse qui se cloue et une virgule à la lecture orale. Donc là, à un moment, il y a une phrase, enfin pour vous, ça a dû être très difficile. Mais je peux pas, moi, en fait. C'est pas un livre qui se lit à l'oral, en fait. Il faut le lire, faut l'acheter, il faut le lire, en fait. Il exige une lecture visuelle. Hmm. Cela dit, je sais qu'il ne faut pas fumer. Je sais bien que je vais en mourir. Mais pour une fois, ce n'est pas la question. Je partais à fond de train vers le sud, obtenir les coordonnées de Céline sans avouer que j'étais l'un de ceux qui l'avaient souillée petite et que j'avais donc contribué à la transformer en toxico-pute agonisante. C'était avéré... Merde. Voilà, là je me fais avoir, mais là ça peut être par des tirés quadratins. Et puis en fait, il faut que je m'arrête, c'est vraiment n'importe quoi ce soir parce que j'ai pas fait le résumé de l'action. Merde. Donc bon, bah, le narrateur a réalisé dans une soirée que la fille qu'il avait dépucelée quand il avait 16 ans était devenue une toxico. Et il n'en a pas entendu parler pendant 23 ans, mais là, il a son nom. Il sait qu'elle est prostituée à Marseille et lui, il est un peu paumé dans sa vie. Il approche la quarantaine et il décide de prendre le train pour la retrouver, en fait. Voilà, hein, je ne vais pas me retaper le résumé. On est au chapitre 10 des 10 chapitres, quoi. Hein. Et là, il est dans le train pour Marseille parce qu'il veut retrouver Céline, la pute toxico, mais qui était la magnifique petite fille blonde qu'il a dépucelée 23 ans plus tôt. Donc, je partais à fond de train vers le sud, obtenir les coordonnées de Céline sans avouer que j'étais l'un de ceux qui l'avaient souillée petite et que j'avais donc contribué à la transformer en toxico-pute agonisante. C'était avéré moins compliqué que je ne le pensais. Je n'étais pas passé par Paul car je craignais son flair et n'osais de toute façon plus lui parler depuis que je m'étais revu tremblant derrière ses cheveux dans la voiture rouge. Mais par Alice. 2 jours après la soirée chez eux, obsédé par ses retrouvailles dans le temps et accompagné jour et nuit par le fantôme de Céline, je lui avais téléphoné et menti. Un ami préparait un reportage sur les vies qui basculent et serait sans doute intéressé par son témoignage. Je préférais ne pas en parler à Paul car je savais que ce serait douloureux pour lui. Sans hésiter un instant, Alice m'avait donné le numéro de Céline à Marseille. Je l'avais appelé aussitôt pour éviter de m'enliser dans la réflexion, mais du coup sans avoir la moindre idée de ce que j'allais lui dire. Moins enlisé dans la réflexion que moi, ça n'existait pas. En entendant les premières sonneries, je fondais près de mon téléphone, de peur et d'émotion, comme si on m'avait donné le numéro de l'au-delà. J'allais entendre sa voix, une voix de mon passé. Quand elle a enfin décroché, j'ai bafouillé un allô qui serait arrivé dernier décollé au championnat du monde d'articulation des involtes, tocard, et je me suis présenté, prénom et nom, mais mon nom, elle ne le connaissait pas. Et mon prénom, si, mais c'était probablement comme si je disais à un boulanger, mais si, allons, Gérard, un jour tu m'as vendu un pain, ça ne te dit rien? Oui, quoi? Je voudrais te parler. Bah vas-y. Oui, mais pas par téléphone, quoi. Bah alors pourquoi tu me téléphones? T'as qu'à passer me voir. Mais je ne sais pas où tu habites. Si tu sais pas où j'habite, c'est que tu dois rien avoir d'intéressant à me dire. Salut. Quelle femme, nom d'un chien. Quel tempérament. Quel abruti. Non, rien ne sert jamais de s'alarmer d'emblée. Ce n'était après tout pas si grave. Je l'avais probablement dérangée avec un client ou une seringue, ou bien elle était seulement de mauvaise humeur. À mon avis, avec l'existence qu'elle menait, elle ne devait pas se sentir guillerette et pimpante beaucoup plus de 2 à 3 secondes par jour. Il aurait fallu un coup de bol extraordinaire pour que je tombe dessus. De toute manière, j'avais oublié toute ma peur et tout à ma peur et à mon émotion de m'assurer que c'était bien elle. Céline n'était pourtant pas sorcier, mais la peur et l'émotion ne pardonnent pas. C'est beau ça, moi je trouve ça beau. La peur et l'émotion ne pardonnent pas. Dans ces appartements de malheureux en déroute, je connais ça, ils vivent souvent à plusieurs et c'est l'anarchie assurée. Tu parles, ils s'en foutent, n'importe qui décroche le téléphone. C'était peut-être une amie sèche et agressive ou une voisine en manque, mais pas elle du coup. Le contraire d'elle même. J'ai donc décidé de descendre à Marseille malgré ce revers, je n'avais rien à faire à Paris, après m'être quand même assuré qu'elle était dans l'annuaire sur Internet et que si je la rappelais une fois sur place, que le coup de fil se déroulait de la même façon expéditive et dans la même ambiance de suspicion regrettable, j'aurais les munitions nécessaires. Désolé, hein, je trébuche beaucoup ce soir. Bon alors pourquoi tu me téléphones? T'as qu'à passer me voir, pas de problème, à tout de suite.
J'ai effectivement trouvé une Céline Mourati à Marseille, au numéro 39 d'une rue que je ne connaissais pas. Je me suis fait remarquer que je ne la connaissais pas pour le principe, pour ajouter un peu de mystère et de tension à mon aventure, mais ce n'était pas étonnant. La dernière fois que j'avais mis les pieds à Marseille, j'avais 5 ans, j'étais allé passer Noël chez mes grands-parents, 41 boulevard Jeanne d'Arc, et à cet âge-là, je ne parcourais pas beaucoup la ville à pied pour me familiariser avec ces quartiers méconnus des touristes. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là tout seul, mon petit bonhomme? Rien de spécial, chef, je me balade, je cherche des coins, just a walk. J'ai donc pris un billet de train, en première, car c'était un voyage important. Prêt à tout, en espérant simplement que cette fille sèche et agressive ne s'appelait pas Céline, si c'est possible. Mais elle pouvait bien être sèche et agressive si elle voulait, et tant pis, ça ne changerait pas grand-chose. De toute façon, il fallait que je sois raisonnable et que, même si ma jeune fille des champs s'était montrée à l'époque d'une gentillesse et d'une générosité parfaite, je ne m'attende pas à des flots de miel et de chaudes exaltations de bien-être de la part d'une personne gravement malade, en manque quasi permanent, et dont le seul soulagement, qui n'en était même pas un, et lui laisser des abcès un peu partout, ne pouvait s'obtenir qu'en suçant des types qu'au mieux elle méprisait. Des types pas forcément sympathiques, pas forcément propres, pas forcément calmes. Ça t'écorcherait les gueules, un sourire? D'un autre côté, je connaissais Paul et il avait certainement exagéré, noirci le tableau qu'il avait exposé devant nos assiettes. Peut-être pas dans les faits, tout cela est malheureusement assez courant, mais dans la description de l'état psychologique de sa fille. Aucun être humain n'est que haine et souffrance. On ne peut pas vivre avec le cœur détruit et le sang pourri, du moins pas tout à fait pourri, pas tout à fait détruit. Il avait dû insister là-dessus pour se convaincre qu'il n'y avait plus rien à faire pour elle, et pour qu'on comprenne qu'il ne pouvait pas s'acharner et essayer d'aider quelqu'un qui ne lui renvoyait que de la colère et du désespoir. J'en ai connu des toxico-putagonisantes. J'en ai même hébergé 2 dans mon premier appartement à Paris pendant quelques semaines. J'ai donc pu les regarder vivre nuit et jour, en manque ou satisfaites, devant la télé, dans mon lit, comateuses sur le fauteuil, avant de partir sur les boulevards, et quand elles en revenaient. Bien sûr, elles étaient démolies, pourrissantes, elles tenaient à peine debout. Elles avaient de l'acide dans les veines et de la boue dans le cœur. C'est normal. Elles étaient tristes et hargneuses, s'énervaient pour un rien, détestaient la terre et tous ses habitants. Sauf que quelques héros de séries télé. Mais elles rigolaient de temps en temps, faisaient des blagues de gamines, s'extasiaient devant un plat de spaghettis à la sauce tomate ou un pot de riz au lait. Et je sais, je les voyais rire, qu'elles avaient encore au fond d'elles, comme dans une boule d'acier inoxydable que les aiguilles, le virus et le sperme des clients ne pourraient jamais détériorer, de la douceur. Alors attendez, parce que là, il y a un... Je sais pas ce que c'est cet avion-là. C'est un bimoteur, c'est dingue. Ben, je veux dire avec les hélices. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bimoteur qui vole à 100 mètres au-dessus de Paris. C'est autorisé ça? Je sais pas, j'imagine. Bon, bref. Donc on en était où? Ouais, donc voilà, il parle des putes qu'il a hébergées et dont il voyait bien qu'il restait quelque chose d'elles. Elles sont mortes toutes les deux peu de temps après leur passage chez moi, Alexandra et Patricia, donc je sais qu'elles ont gardé ça jusqu'au bout, épargné à l'intérieur. Bon, il nous a flingué la fin du paragraphe qui était super mélancolique, super océanique. Le bimoteur nous a flingué la fin du paragraphe. Céline aurait la même chose. À l'abri au fond d'elle depuis notre après-midi dans l'herbe, son sweatshirt rose et sa culotte à fleurs enfouies dans la boule d'acier que l'extérieur attaquait. Je ne pourrais pas l'aider, pas plus qu'Alexandra et Patricia. Je ne pourrais pas faire passer le manque, ni l'obligation de se faire sauter pour 40 € parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et encore moins la maladie. Je ne pourrais rien changer. D'ailleurs, je ne prenais pas le train pour ça. Je ne suis pas un sauveur. Mais je savais qu'un peu de la petite fille délurée de Carcans-Maubuisson, ou même de celle qu'elle était 1 ou 2 ans avant, serait toujours là, et qu'au bout du voyage, je ne me cognerais pas contre un bloc noir et froid sans rien dedans. Si ma vie me paraissait plus pleine et cohérente grâce à la réapparition de Céline, si j'avais été touché, ranimé, secoué de retrouver par hasard sur la route quelques heures de mes 16 ans, de les revivre, pourquoi ce choc ne l'aiderait-il pas, elle aussi, puisqu'elle avait encore de quoi se laisser troubler? Pourquoi ce pont brusquement jeté au-dessus des années ne lui apporterait-il pas, comme à moi, cette sensation réconfortante de continuité, d'homogénéité? Raisonnablement, c'était sans doute désormais impossible, sa vie était en morceaux trop épars, mais au moins peut-être juste le plaisir de me revoir, un personnage de son passé, le brave garçon dans l'herbe qui n'y connaissait rien et apprenait tout d'elle, de se souvenir d'un moment lointain, précis, où elle était plus insouciante et plus forte. Savoir que l'on n'a pas toujours été impuissant, à la dérive, peut redonner du courage.
Dans le milieu des courses, sanctuaire de sagesse, un dicton intéressant affirme « Ce qu'un cheval a fait, il peut le refaire ». Mais je rêve. La drogue et le sida ne font pas des enfants de cœur ne sont pas des enfants de cœur qu'on embrouille avec des souvenirs et un peu de courage. Il faudra se contenter de moins. 1 heure à se rappeler des moments agréables, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a eu des moments agréables. Alors là, c'est très fort, quoi. Voilà, il est en train d'extrapoler quelle va être la rencontre, quoi. Puis bon, le mec, il est complètement barré, quoi. Il part à Marseille pour retrouver cette meuf qu'il a dépucelée 23 ans avant, dont il sait qu'elle est prostituée, toxico, folle furieuse, mais qu'il a vue quand elle était adorable à 13 ans. Et je trouve ça très beau, en fait. Je trouve cette quête très belle. Une très vieille femme est passée près de moi dans l'allée, probablement pour se rendre aux toilettes. Une survivante de 90 ou 95 ans, maigre et difforme, tordue par l'âge et vidée de tout. Les hanches déboîtées vers la gauche et les épaules vers la droite, les mains crispées, les bras calcifiés et bloqués, l'un le long du corps et l'autre sur le ventre, la tête coincée sur le côté gauche. Elle avançait sans pouvoir regarder devant elle, à pas minuscules, pas plus de 5 cm, lent et tremblotant, qui lui demandait chacun un effort pitoyable et faisait vibrer son corps du bout de la chaussure au sommet de la tête. On aurait dit un pauvre sac d'os et de peau sèche, rien de plus, qui ne bougeait encore que sous l'effet de petites décharges électriques. La mort avait dû l'oublier. Elle a mis, sans exagérer, 10 minutes pour atteindre l'extrémité du wagon. Un jeune homme en costume s'était proposé pour l'aider juste après le départ, mais elle avait semblé refuser. Ce n'était pas évident à savoir, car elle n'avait pas pu tourner la tête vers lui. Or, il ne restait une trace de vie humaine qu'au fond de ses yeux. Même si les nouveaux TGV bougent peu, je me demande comment elle n'est pas tombée. Cette ancienne femme n'était désormais pas plus vivante qu'un pied de vigne, et pourtant il fallait qu'elle continue à vivre, à avancer, à souffrir, les yeux implorants dans ce corps pétrifié, à concentrer en elle toute l'énergie disponible sur la planète pour parcourir 10 mètres. Oh, eh oh, c'est énorme. Si on a la chance de vieillir, c'est ce qui nous arrivera. Là, je vais de vieillir jusque-là, je veux dire. Je suis épouvanté par l'idée de la mort, mais j'ai mis la main dans ma poche et j'ai touché mon paquet de cigarettes en me disant que c'était un moyen agréable et assez fiable de ne pas en arriver là. Effectivement. Nous sommes nombreux à faire ce calcul. Nous n'étions pas nombreux dans le wagon de la première classe, 8 ou 9. Le train fonçait en sectionnant le paysage. J'essayais de ne pas trop y penser. Mais je n'y arrivais pas. En route vers Céline à toute vitesse, je ne pouvais plus me contenter de la joie de revenir en arrière, de la surprise et de cette sensation enivrante de petit miracle. Je savais que j'allais retrouver la jeune fille de mon adolescence en très mauvais état. Déjà en fin de parcours, elle. Et que face à elle, les faits risquaient d'être le contraire de celui que je faisais semblant d'espérer. Au lieu de retourner joyeusement dans le passé, comme c'était le cas depuis quelques jours quand je pensais à elle, nous allions, une fois réunis, faire le chemin inverse, partir de nos 13 et 16 ans et, propulser dans le futur en quelques secondes, le temps de se regarder, atterrir directement un quart de siècle plus tard, elle avec sa douleur et sa maladie, moi avec mes cernes et ma lassitude. Plus je descendais vers le sud, plus je comprenais que ce n'était pas une bonne idée. Plus je pressentais la tristesse qui m'attendait à l'arrivée. Comment éprouver autre chose que de la tristesse, de la vraie tristesse en profondeur, épaisse et corrosive, devant le spectacle de sa jeunesse détruite. Et d'une femme détruite. Enfin, tout ça a été bien compliqué. J'avais été rassuré, fortifié par la découverte d'un lien entre ces deux époques de ma vie, d'un fil qui s'était soudain matérialisé et auquel je pouvais m'accrocher, mais à présent je tenais ce fil et j'allais voir, ailleurs que dans un miroir, où l'on ne voit rien parce qu'on se connaît, à quoi il aboutissait. Ce n'était pas une bonne idée, mais je partais quand même, avec le sentiment dérangeant d'essayer de faire quelque chose d'impossible, d'interdit, et l'impression que ça se voyait, comme si je portais une casquette rouge avec l'inscription « Aliéné qui tente de voyager dans le temps ». Les autres personnes assises me paraissaient tout à fait normales. En sécurité, quoique instable ou soucieuse, elles voyageaient seulement dans l'espace, d'un point à un autre. Moi, non. Je m'étais mis volontairement dans ce train pour jouer avec le temps. Ça ne se fait pas. C'est dangereux. Je n'aurais pas dû tant y penser. J'aurais dû simplement me dire que je partais voir une amie à Marseille. Là, j'étais trop chargé d'espoir et de crainte. Il allait m'arriver des bricoles. Je me suis souvenu d'un fait divers qui m'avait fait rire 2 ou 3 semaines plus tôt à la radio.
La police avait arrêté une voiture sur une nationale et avait trouvé dans le coffre 50 ou 100 kilos de résine de cannabis, je ne sais plus, 30 kilos. Ce qui avait mis la puce à l'oreille des policiers en patrouille, c'était que l'homme au volant, prudent et conscient qu'il faisait quelque chose d'interdit, portait une cagoule avec juste 2 trous pour les yeux. Tu m'étonnes que ça l'air. Putain qu'il est con. C'est vraiment une mécanique à maîtriser, l'humour. Hein. J'avais vu un documentaire sur Woody Allen où il expliquait qu'en fait, il avait gagné sa vie en écrivant des blagues pour les journaux au début, en fait, avant d'être réalisateur, et qu'il savait fabriquer des blagues, en fait. Et il expliquait qu'en fait, c'était une technique. Il fournissait quelque chose comme, je sais pas, 10 blagues par semaine, en fait, mais super puissantes, en fait. C'est les blagues de Woody Allen, c'est toujours. Mais lui, le présentait vraiment comme une recette, comme la recette des crêpes, en fait. Lui, il a une recette aussi, Philippe Génoda. Dans le wagon à toute allure, ça sentait la bergamote. C'est génial. Dans le wagon à toute allure, ça sentait la bergamote. Point. Depuis un moment, je me demandais d'où pouvait provenir cette odeur. Le voyageur le plus proche de moi était un gros type empaqueté dans du tissu bleu marine qui tapotait sur son ordinateur portable. Un peu plus loin, il y avait une jolie jeune femme avec des baskets roses. Mais les jeunes femmes ne se parfument pas à la bergamote, il me semble. D'ailleurs, en y réfléchissant, je me rends compte que je ne connais pas l'odeur de la bergamote. C'est pourtant le parfum qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Mystère. Je suis sûr que ça sent la bergamote et pas autre chose. Je ne sais pas d'où ça vient. Je regarde encore une fois autour de moi. Tant pis, ce n'est pas grave, je n'y pense plus. Je rajuste ma cagoule. Et même ce dernier paragraphe sur une odeur de bergamote hypothétique, fantasmée, c'est fort. Avec la blagounette sur la cagoule. Putain, qu'est-ce qu'il est fort. Il est fort. Parce que l'humour, ça détruit beaucoup de choses, en fait. Hein. C'est même s'il n'est pas corrosif, l'humour, il détruit beaucoup de choses. Et mais là, non. Là, il y a de l'humour et ça ne détruit pas ce qu'il y a à côté. C'est ça qui est fort aussi. Il a une science de la... Il a une science du cocktail, quoi. Philippe Génada, c'est le Tom Cruise de la littérature française. Je sais pas, ça va... S'il l'entend, ça va le faire marrer. J'espère. Voilà. Bon, ben on verra demain ce qui se passe quand il arrivera à Marseille. Hein. Ah, il y a eu une coupure de connexion. Je sais pas si c'est enregistré ou pas. Bon voilà, donc on verra ce qui se passe quand il arrivera à Marseille. Oh. Ma voisine du dessous est venue m'engueuler. Parce qu'elle m'a dit, c'est quoi ce bruit tous les soirs à 8h? Et en fait, c'était mon rameur. Je savais pas qu'elle entendait le rameur. Et je lui dis, je suis désolé, c'est le rameur. Elle me dit, vous ne pourriez pas le faire plus tôt dans la journée? Et j'ai dit, bien sûr, évidemment, je suis désolé. Je ne savais pas que ça faisait du bruit. Je ne vous fais pas rentrer parce que, à cause du virus, mais je pourrais vous montrer que ça fait pas beaucoup de bruit, moi, quand j'y suis. Elle dit, oh oui, mais moi, je suis en dessous. Hein. Ça fait beaucoup de bruit quand même. Je dis, ok. Voilà. Elle est très sympa. Mais je vais quand même pas sacrifier la structure musculaire de mon corps pour elle. Donc je vais faire du rameur plus tôt. Le problème, c'est que plus tôt je dors. Voilà, c'est passionnant. Bon, ils sont courts les chapitres. Ah, j'ai fait un truc aussi sympa aujourd'hui, enfin que je trouve sympa. J'ai enregistré 2 longues vidéos, enfin presque 1h40, sur différents stratagèmes qu'explique Schopenhauer dans l'art d'avoir toujours raison. Voilà. Et je les ai postées sur ma chaîne, mais elles sont non répertoriées en fait. Elles sont pour les VIP en fait. Je vous aime tous, hein, mais je sais pas ce que je vais faire de ces vidéos.
très étrange. Parce que je fais ces lectures, je me filme en train de lire, ça me permet d'avoir des petites interactions, tout ça. Alors qu'en fait, ce que je voudrais faire, c'est de la musique. Personne ne le sait, mais l'année dernière, j'ai créé un groupe avec une camarade, enfin l'année dernière. C'était fin 2018. Et malheureusement, on avait fait plusieurs morceaux qui étaient vraiment beaux, en fait. Et puis l'autre groupe n'a pas survécu à la fin de notre couple. Ce qui arrive souvent, hein. Après, on s'est demandé, on est resté très amis, hein. On s'est demandé, est-ce qu'on publie les morceaux qu'on a fabriqués, quoi, qui étaient qui ont un rapport avec l'autofiction, qui sont réussis, moi je trouve réussis, hein. Enfin, aucun problème à les signer, hein. Et puis on s'est dit, mais c'est pas possible, parce que ça faisait tellement partie de notre histoire, c'est pas possible en fait. Donc j'ai 3 super morceaux de musique du seul groupe que j'ai créé auquel j'ai participé, qui sont impubliables. C'est une œuvre cachée. Mais bon, ils étaient bons justement parce c'était intime, quoi. Pas intime putassier, hein. C'est pas intime, intime intense en fait. Intime, voilà. Pas un... Je l'ai mal dit en fait, parce qu'il y a tellement de gens qui confondent l'intimité et l'intensité. En fait, le plan cul façon rodéo est véritablement être en connexion en fait. Et il y a plein de gens qui sont capables que d'intensité et pas d'intimité. En tout cas, ils n'arrivent pas à voir quelle est l'intensité de l'intimité, ou ils en sont terrifiés. Je sais pas en fait, mais du coup, on se sent seul avec eux. Mais nous, là, nous c'était de l'intimité, hein. Du coup, c'était fort comme ça. Enfin bref, si je meurs, il faudra que... Comment on appelle le mec qui s'occupe de la... Enfin, il faudra que quelqu'un fouille mon disque dur. Ou pas. Ou pas, parce qu'il y a aussi plein de choses qu'il faut pas trouver. Mais... Enfin, du coup, je me dis, j'aimerais bien reprendre... Mais faire de la musique seule, c'est quelque chose de complètement antinomique, je trouve. C'est complètement... C'est une contradiction dans les faits, je trouve. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient faire de la musique? Hein, un groupe de musique. Enfin, avec les logiciels et tout, on n'a plus de problème d'instruments, on n'a plus de problème de montage, on n'a plus rien, quoi. J'ai envie de faire des morceaux de musique. En plus, il y avait un concept derrière. C'était très fort comme concept. C'était très original. Mais bon, puis on peut pas continuer comme amis parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre et qui sait qu'on a été ensemble. Donc, par égard pour cette personne, c'est pas possible, quoi. D'ailleurs, je l'aime bien. Donc, les amis, euh, on se voit demain pour la suite. On va voir ce qu'il fait à Marseille. Moi, je sais, mais vous ne savez pas. Et, et en même temps, j'ai pas envie de vous quitter. Là, mon ex-femme a récupéré les enfants pour 15 jours. Donc, j'entame mes 15 jours de vrai confinement seul. C'est chiant. Mais bon, ça sera plus chiant sur la fin. Là, je suis reposé. Je peux me lever à n'importe quelle heure. Je fais plus le petit déjeuner, les repas, les devoirs, les dictées. Je ne gère plus les disputes.
Mais bon, c'est génial, hein, ça. En plus, ils sont grands, donc pas pareil. Non, je sais ce que je vais faire demain, putain. Demain, je rase cette barbe de un mois. Là, je commence à ressembler à un clochard, en fait. Voilà, c'est ça que je vais faire demain. Si j'ai la force, si j'ai le temps. Oh là là. Bon, allez, on se voit demain. Puis j'ai envie de faire j'ai envie de faire d'autres vidéos en fait qui ne sont pas des vidéos de lecture, mais pas en freestyle. Là, je suis en freestyle sur la lecture complètement. Mais des vidéos plus mieux foutues en fait, plus préparées. Je pense que ça serait intéressant. Et je sais pas sur quoi. J'ai une idée de vidéo sur des mots en fait. Une vidéo, un mot en fait. Parce que j'adore les mots. Pas nécessairement super rares, mais un peu spéciaux en fait. Et puis, en même temps, je culpabilise. Je me dis, mais en fait, au lieu de faire une vidéo, je devrais écrire en fait. C'est vrai. Mais bon, je suis mon envie en fait. Je suis connecté à mon self. Après m'être fortement distancié de mon moi idéalisé, avoir relativisé mon ego et avoir intégré ma shadow, euh, je me rends compte que voilà, en fait, hein, je suis maintenant, je vis mon self tranquillou, quoi. Et c'est assez paisible, en fait, de ne pas contrarier son self. Parce que souvent, hein, c'est l'ego qui nous force à mener une vie qu'on n'a pas envie de vivre. Voilà. Il est sérieux, l'ego, hein. Attention, hein. Faut faire du lourd, hein. Faut faire de l'imprimé, faut faire du reconnu socialement, faut faire du... Et en fait, pourquoi, en fait? Pourquoi? Le mec est en plein lâcher prise. Ouais, c'est très agréable. Mm. Exister, en fait. Enfin, bon là, j'aligne des lieux communs, hein. Ça fait pas de mal, hein. Un lieu commun, mais les stéréotypes sont des vérités, en fait. Les lieux communs, les stéréotypes, j'étais sur le point de dire même les préjugés, en fait. Ne pas prendre le temps de tout connaître, hein, de tout évaluer et de se faire un avis sur tout. On vit avec une masse de préjugés, de lieux communs, enfin, qu'on n'a pas interrogé. On n'a pas le temps, hein. Déjà, on n'a pas le temps. On n'a le temps de rien. Voilà. J'aime bien aussi l'expression système de croyance. Système de croyance, ça me plaît comme expression. Modifier son système de croyance. Ça, c'est important. C'est presque plus... c'est très fort de modifier son... C'est très difficile. Mais il suffit qu'on change un élément de son système de croyance et tout est modifié, quoi. C'est comme ajouter ou enlever du rhum à un cocktail, quoi. Ça change beaucoup le cocktail. Ah putain, c'est bien là. Il fait ni chaud ni froid. Il a fait un peu chaud, non, aujourd'hui? Vous trouvez pas? Moi, il a fait un peu chaud. Mais là, c'est agréable. La seule chose que je regrette à cette heure-ci, c'est de ne pas pouvoir faire du rameur. Mais bon, je vous ai expliqué avec ma voisine. Là, je me ferais bien 200 tractions. J'ai trouvé une technique en fait pour que les courbatures ne soient pas trop violentes. Je fais 2 séances et je monte de 25 à chaque fois. Avant, je montais de 50, ça faisait mal en fait. Donc voilà, je rajoute 25 tractions par semaine. Et du coup, je sens les muscles, mais ça me décourage pas, quoi. Ça me fait pas quelquefois des courbatures atroces. Je trompe mon corps. Je contourne la souffrance. C'est vrai, ils disent no pain, no gain. D'accord, mais si on peut éviter enfin, si on peut avoir le gain sans la pain, il y a des petits trucs quand même, non? On peut... Voilà, bon, alors là, c'est du grand n'importe quoi, là. On est très loin de Philippe Génoda.
Non, on est loin de Philippe Génada maintenant. Mais c'est pas grave, lui-même, vous avez vu comme il écrit, ça part dans tous les sens. Pouf, la vieille dans le train, pouf, le... Donc je pense que ça... C'est pour ça que ça me plaît, puis c'est pour ça que ça me met dans cet état, ce livre. Après, il y a un effet là, il y a un effet pastiche. Euh, Mais c'est quelque chose qui arrive beaucoup, je sais pas pour les autres, d'ailleurs ça m'intéressait de le savoir, mais pour les peintres et les écrivains, euh, quand on aime quelque chose, il y a une sorte de mimétisme automatique en fait. Et, euh, et du coup, il faut se couper en fait. Quand on veut vraiment retrouver son centre de gravité et faire une série, ou soit écrire un manuscrit, soit poursuivre plusieurs tableaux, il faut décrocher quoi. Parce que je pense que, et c'est un vrai problème avec les réseaux sociaux, Instagram, je pense en peinture, c'est qu'on se prend par jour, pour peu qu'on soit connecté aux bons peintres qu'il y a à travers le monde, on se prend, enfin on fait des dîners beaucoup trop copieux quoi. Et on est décentré, il y a trop de choses à digérer, on n'a pas le temps de digérer, on s'en reprend une plâtrée le lendemain en fait. Donc, donc moi j'évite en fait, hein, il faudrait que je sois sur Instagram, là, que je like tout le monde, peut-être tout le monde qui se lèche un peu le cul, là. Et moi, j'y vais pas parce que ça fait rentrer trop de choses, en fait. Je fais pas le boulot, putain. Je fais pas le boulot, je lèche pas les culs, putain. En même temps, c'est pas. Quand je like, c'est parce que j'aime vraiment, en fait. Et j'y léche les culs, c'est parce que je culpabilise de pas faire le travail, en fait. Mais dans ce travail, il y a de l'authenticité, en fait. Il y a de véritables. Dommage, hein, tout est mêlé en fait dans ce monde. Tout est mêlé. Il n'y a jamais un truc pur. C'est très pénible. Enfin bon, bref. J'ai une amie J'ai chatté aujourd'hui avec une amie qui m'a dit j'aimerais avoir le temps qu'on a là, mais avec beaucoup d'argent et en pouvant sortir. J'ai trouvé ça tellement énorme. On était mort de rire par émoticône interposé, quoi. Je dis oui, c'est ça la vraie vie, en fait. C'est exactement ce qu'on vit là. Vous imaginez si ce qu'on vit, si c'était notre vie à tous, en fait, en même temps. Sauf qu'on aurait tous beaucoup d'argent et on pourrait sortir. Vous imaginez le bonheur sur Terre, en fait, ce que ce serait? Ce serait vraiment un truc incroyable, quoi. Hein? Sincèrement, vous avez envie d'enchaîner, de reprendre comme avant, en fait, vous? Moi, j'ai pas du tout envie de reprendre comme avant. Bon, puis juste avant, c'était vraiment la merde pour moi, mais même, j'ai pas envie de reprendre comme avant. Je sais pas. Je sais pas si ça vous fait ça. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont reprendre hein, comme des lapins du Racel, et c'est très bien, parce que sinon le monde s'écroulerait. Mais je pense qu'il va y avoir quand même des millions de personnes qui vont dire non, non, je, j'aimais bien. J'aimais bien le confinement, non. J'ai eu plusieurs amis, j'ai eu un autre ami, cette fois-ci au téléphone, qui m'a dit moi, la seule chose qui me manque, c'est de boire des coups en terrasse avec mes amis. Bon, mais parce qu'il a une baraque avec un jardin et tout ça, il est très bien installé. Et je lui disais, je te comprends en fait. Je te comprends, c'est ça en fait la vraie vie. C'est. Hein? Ah putain, le mec a redécouvert la roue, quoi. Et les Espagnols, là, ils ont envisagé d'instaurer l'allocation universelle. J'en avais entendu parler, puis apparemment ça s'est pas fait. Ça aurait été extraordinaire, ça. Ils avaient fixé un montant de 435 euros. Mais moi, ça fait longtemps qu'elle devrait exister, cette allocation universelle. Toutes les aides sociales seraient transformées en allocation universelle, tout le monde la toucherait. Et puis, ça ferait une sorte de matelas. On pourrait commencer d'ailleurs par le mettre en place avec 1 euro par personne et par mois. Et puis, on verrait comment ça marche, on essuierait les problèmes de fonctionnement. Et puis après, à chaque fois, on montrait, vous voyez, après 5 euros par mois et par personne et tout ça. On verrait où ça mène, en fait. Ça changerait beaucoup de choses, je crois. Ça y est, l'utopie marxiste m'a rapté la cervelle. Enfin, ça n'aura pas lieu. Et on va tous mourir dans des EHPAD. Pour ceux qui ont de la chance. Les autres mourront dans la rue.
une sorte d'EHPAD aussi, en fait, mais à ciel ouvert. Et vous avez remarqué le nombre de fous furieux pendant, pas là, mais il y a 2 semaines, quand on descendait dans la rue, il n'y avait plus que les SDF et plein de fous dans la rue. Et je me suis dit, mais est-ce qu'avant, ils étaient noyés dans la masse des gens normaux qui passaient et je ne les voyais pas? Mais c'était zarbi à un moment. Il y avait, enfin, je veux dire, il y avait vraiment des tarés, quoi, en fait, dans la rue. Mais vraiment des cas psychiatriques, je veux dire. Ah, dans la déglingue totale. Des SDF, mais comme je ne les avais pas vus avant. Je ne les ai pas vus avant, ceux-là, de SDF. Comme s'ils s'étaient mis à se balader comme à- comme les chevreuils, vous savez, ou les oiseaux qui sont rentrés dans la ville et qui n'avaient pas l'habitude de venir jusque-là. Peut-être qu'ils vivent dans la forêt, en banlieue parisienne, et puis que, voilà, ils ont suivi les autres animaux. Peut-être que les SDF fous, en fait, ils sont, voilà, ils sont aussi des victimes de la pollution et du réchauffement climatique de la ville, quoi. Bon, je commence à dire vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui a été enregistré, pas enregistré, parce que je ne sais pas ce qui a... Ça a coupé, là, à un moment, là. Hein, c'est insupportable, le Wi-Fi qui coupe. Pour moi, c'est un des grands scandales du cosmos, en fait, quand le Wi-Fi coupe. Ça me choque davantage, en fait, que la famine dans le monde. Hein? Bon, ben, on se retrouve demain. Je pense que je vais faire... maintenant, j'aime bien le soir. Vraiment, c'est le moment que je préfère. Donc, je pense que je vais faire mes lectures maintenant à 9h30. On se dit 9h30 demain? On se donne un rendez-vous? Allez, on va dire demain, 9h30, pour la suite, le chapitre 11 de Philippe Génada. On approche de la fin. Hein. Vie et mort de la jeune fille blonde. Bon, on approche de la fin. Il reste quand même un petit morceau. Allez, on a suffisamment traîné. Bisous, bassos.